La dernière structure de type tableau que nous allons voir dans ce chapitre 1, c'est celle de tableau de capacité variable. Alors cette structure ressemble étonnamment beaucoup à celle du tableau de capacité fixe. Si nous les comparons, nous avons les mêmes attributs, un pointeur data vers le début des données, une taille et une capacité. Les deux changements qui existent, c'est d'une part que la capacité était une constante et elle devient une variable, et d'autre part que le tableau d'éléments que nous avons alloué, précédemment, ça pouvait être un tableau, il pouvait être fixe. Maintenant, ça doit être un pointeur parce que de temps en temps, nous allons réallouer la mémoire et donc modifier l'adresse pointée par data. Donc, ce sont les deux changements. Dans le tableau de capacité fixe, l'adresse data est fixe au constructeur, ou plutôt même, et la capacité est fixe. Dans le tableau de capacité variable, et capacité et le pointeur vers les données sont des variables. Pour la plupart des opérations, le fait d'avoir une capacité variable ne va rien changer. Et donc vous pourrez réutiliser telles quelles les opérations que nous avons vues sur les tableaux de capacité fixe. Il y a quelques opérations pour lesquelles cela change beaucoup. Ce sont celles qui augmentent la taille de notre tableau. Donc qui augmentent le nombre d'éléments qui sont stockés. Alors, il y a toujours deux cas possibles. Soit la capacité actuelle est suffisante, soit elle ne l'est pas et il va falloir l'augmenter. Le cas le plus simple, c'est l'insertion en fin, et donc nous allons d'abord voir celui-là avant de voir le cas plus compliqué, qui est l'insertion en une position quelconque. Si la capacité est suffisante, de manière générale, le code à exécuter sera exactement le même que pour un tableau de capacité fixe. Et donc ici, si on veut ajouter un L dans notre tableau qui a deux éléments, mais qui a une capacité de 4, eh bien, il suffit d'écrire dans le troisième, d'augmenter la taille, et ça suffira. Par contre, si la capacité n'est pas suffisante, si nous avions déjà 4 éléments et que nous voulions en ajouter un cinquième, ce qu'on va devoir faire, c'est allouer un nouveau tableau avec une capacité plus grande, déplacer tout le contenu du tableau actuel dans ce nouveau tableau et ajouter l'élément que nous voulions ajouter à la position requise. Alors ça, c'est une opération sensiblement plus complexe qui vaut la peine d'être détaillée. Donc nous voulons écrire notre méthode insérer en fin. Alors, on commence par considérer le cas de notre tableau qui n'a pas assez de capacité pour permettre cette insertion. Donc, on commence par faire un test. Est-ce que la taille est plus grande ou égale à la capacité? Dans un tableau de capacité fixe, nous aurions simplement lancé une alerte. Ici, nous allons choisir une nouvelle capacité. Alors, choisir une nouvelle capacité, c'est une fonction euh, qui a de nombreuses implémentations possibles. Alors, en général, alors, si la capacité était vide, on va donner 1. Et sinon, on va multiplier la capacité par un certain facteur. Le plus souvent, on choisit 2. Mais même en C++, les différents vendeurs de compilateurs ne choisissent pas toujours le même paramètre. Notablement, Visual C++ choisit plutôt un facteur 1.5, tandis que la plupart des autres mises en œuvre choisissent un facteur 2. Une fois qu'on a choisi cette nouvelle capacité, eh bien, on va allouer un nouveau tableau euh, dans une variable temporaire. Donc nous avons là un tableau. Alors on a doublé la capacité ici, donc on est passé de 4 à 8. Et donc on a un tableau complètement vide, où nous n'avons rien initialisé. Ensuite, on doit déplacer tout le contenu du tableau actuel dans le nouveau tableau. Et donc on va voir une boucle sur tous les éléments, où on doit à la fois donc, construire dans les nouveaux emplacements, puisqu'ils sont vides, en déplaçant les données. Donc c'est ce qu'on fait ici. Éventuellement, dans la même boucle, on peut détruire les données précédentes. Ce n'est pas nécessairement nécessaire. Ensuite, on va libérer le tableau précédent qui n'est plus utile. Et donc, on peut le retirer. Et finalement, on doit insérer
l'élément qu'on voulait insérer. C'était le but de tout cela, c'est ça. Mais ça, on doit le faire dans tous les cas, en fait. Donc ça, il n'est pas dans notre test, est-ce que la taille est plus grande ou égale à la capacité. On a résolu notre problème de capacité à ce moment-là. Et donc on fait ce qu'on doit faire classiquement, donc construire l'élément en dernière position et incrémenter la taille. Ces deux dernières lignes, ce sont les lignes qu'on avait déjà précédemment dans notre insertion en fin dans un tableau de capacité fixe. La chose qui a changé, c'est qu'on a remplacé notre alerté par cette ligne qui permet d'augmenter la capacité. Alors, quelle est la complexité de cette insertion en fin? Alors, d'abord, il faut voir quelle est la complexité individuelle d'une insertion en fin. De manière évidente, comme on doit déplacer tout le contenu du tableau, eh bien, on aura une complexité linéaire avec le nombre. Maintenant, la question suivante, c'est, mais en moyenne, combien ça nous coûte? Alors pour ça, on peut observer les différentes réallocations de mémoire qui ont lieu. Quand on part d'un tableau vide et puis qu'on insère, enfin, ici on a inséré de 520 fois dans notre tableau. Alors, on part avec une capacité 0, on passe la capacité de 0 à 1, puis de 1 à 2, puis de 2 à 4, puis de 4 à 8, etc. Toutes les puissances de 2, l'une après l'autre, jusqu'à une capacité de 1024 quand on essaye d'insérer le 513e élément, puisqu'on avait 512 précédemment et on va doubler la capacité. Alors on voit ici donc le coût de la dernière insertion. Donc plus le tableau est grand, plus quand il faut réallouer, ça va prendre du temps. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est à quel point est-ce que c'est complexe en moyenne. Alors pour voir cela, j'ai fait un deuxième graphe où ce que j'affiche, c'est l'intégrale du graphe précédent. C'est donc le nombre d'écritures qui a été cumulé depuis le début. Et là, vous voyez une fonction en bleu qui nous donne donc le nombre d'écritures cumulées et qui va osciller entre 2 fois et 3 fois le nombre total. Et c'est donc... Alors si c'est entre 2 fois et 3 fois, c'est moins que 3 fois. Et donc c'est clairement une complexité linéaire pour insérer pour insérer 600 éléments. On va faire entre 1200 et 1800 écritures. Mais si c'est linéaire pour l'ensemble des écritures, ça veut dire qu'en moyenne, c'est une complexité constante. Et donc même si de temps en temps, on a toute une réallocation avec une complexité linéaire pour une insertion, en moyenne, sur l'ensemble des insertions qu'on va faire, la complexité, elle sera constante. Après, si on veut faire un petit peu plus compliqué, on peut insérer dans une position donnée par un indice i. Et donc on a notre méthode insérer à l'indice i la valeur v. Alors de nouveau, on a deux cas. On a le cas simple où on ne doit pas réallouer, où on a exactement le même principe que précédemment. Retournez voir la vidéo 3. Ou on a le cas plus compliqué, où on doit réallouer. Et si on réalloue, on ne va pas s'amuser à le faire en plusieurs fois. On va tout de suite laisser la place quand on va déplacer nos éléments. Donc les éléments qui ont un indice strictement plus petit que l'indice où on veut insérer, on va les déplacer directement vers le bas, tandis que ceux qui sont plus grands ou égaux à l'emplacement où on va insérer, on va les décaler d'une position vers la droite quand on les déplace. Alors si on regarde le pseudocode qui correspond à cela, même si on n'alerte plus en cas de dépassement de capacité, on doit toujours alerter en cas d'indice incorrect en entrée. Donc les positions correctes d'insertion, c'est comme précédemment à partir de l'indice 0 jusqu'à l'indice taille. L'indice taille correspondant à une insertion en fin. Puis on teste est-ce qu'il faut réallouer de la nouvelle capacité ou pas. Alors s'il faut le faire, on va calculer une nouvelle capacité comme précédemment, réallouer un nouvel espace en mémoire. On va déplacer tous les éléments à gauche de la position d'insertion. Donc ici, ce sont les caractères H et E qui descendent tout droit. Ensuite, on va déplacer d'une position vers la droite
tous les éléments à partir de l'indice i jusqu'à la fin. Donc la fin, c'est taille -1. On construit l'élément qu'on voulait construire à la position i. Et on libère les données précédentes. Ça, c'est ce qu'on doit faire au complet quand on veut insérer en réallouant. L'alternative, c'est de ne pas réallouer. Dans ce cas-là, on exécute exactement le code du tableau de taille fixe. Et on écrit V. Alors, on n'a pas du tout réutilisé de code ici entre l'une et l'autre. Essentiellement parce que le code qu'on pourrait éventuellement réutiliser, c'est le code d'écriture du nouvel élément, mais ce n'est pas le même genre d'écriture, puisque dans le cas où il y a la réallocation, on doit construire, hein, puisqu'on écrit dans un emplacement qui n'était pas utilisé jusqu'à présent, tandis que dans le cas où il n'y a pas de réallocation, on va affecter, puisque c'est un endroit où on a déjà un élément. Finalement, dans tous les cas, par contre, on doit incrémenter la taille. Alors, on a vu les deux approches, enfin les deux opérations qui nécessitent d'augmenter la capacité. Est-ce que parfois, il faudrait diminuer cette capacité? Ce serait évidemment le cas pour les opérations de suppression d'éléments. Alors, c'est une question qui n'est pas évidente. Il y a un compromis entre le temps de calcul et la mémoire utilisée. C'est clair que si on ne diminue jamais la capacité, ça risque de nous coûter cher en mémoire. Par contre, diminuer la capacité, ça requiert de faire une réallocation. Et ça, potentiellement, c'est quelque chose de cher en temps de calcul. Alors, on peut éventuellement faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, par contre, c'est utiliser le même facteur multiplicatif pour choisir d'augmenter et de diminuer la capacité. Illustrons-le en montrant ce qui se passerait si on faisait x2 divisé par 2. On commencerait par notre tableau qui est rempli. On veut insérer le haut en fin de ce tableau. On doit réallouer. Puis, on veut supprimer en fin. Potentiellement, on pourrait diminuer par 2 la capacité. Donc, on le fait. Puis, on insère en fin, on redouble. On supprime en fin, on retire. Donc ça, ce serait vraiment une mauvaise idée, hein, puisque chaque insertion, chaque suppression se retrouverait avec une complexité linéaire. Donc ça, c'est une très très mauvaise idée. Alors, les gens qui décident de faire une diminution automatique de la capacité, typiquement, ils vont choisir un x2, mais un divisé par 4 ou quelque chose comme ça. Donc il faut attendre que le tableau soit aux 3/4 vide pour en diminuer la capacité. Si on fait ça, on n'a pas le problème qu'on vient d'illustrer. Mais le plus simple, c'est de ne pas le faire, et c'est le choix qu'ont fait le langage C++ avec Standard Vector et le langage Java. Par contre, tous les deux vous permettent de le faire explicitement. Alors, en C++, la classe Vector, elle vous propose une méthode shrink-to-fit. Alors, elle la propose depuis C++ 11, elle ne le proposait pas avant. Mais donc, elle nous propose cette méthode qui diminue la capacité jusqu'à la taille du vecteur. Java fait de même dans RList avec les méthodes trim_to_size. Finalement, passons en revue les complexités des différentes opérations de ce tableau de capacité variable, qui en C++ correspond exactement à la structure de Standard Vector. Alors, à chaque fois, on va voir quelle est la méthode correspondant dans Standard Vector et quelle est la complexité en moyenne et dans le pire des cas. Alors, consulter en éléments, ça se fait donc avec la méthode at ou avec opérateur crochet. La différence, c'est que at vérifie l'indice alors que l'opérateur crochet ne le fait pas. Mais c'est clairement l'opération pour laquelle les tableaux sont les plus appropriés. Et donc, que ce soit en moyenne ou au pire, c'est une opération qui a une complexité constante. Modifier un élément, ça se fait avec les mêmes opérateurs en C++, et ça a évidemment la même complexité. Insérer en fin, alors dans Standard Vector, c'est pushback. Alors en moyenne, c'est une complexité constante, et c'est une des choses importantes à retenir de cette présentation. Mais au pire, quand il faut réallouer dans un tableau à capacité variable, eh bien, ça aura une complexité linéaire au nombre d'éléments. Le faire au milieu, par contre, ça reste une faiblesse de tous les systèmes de tableaux. Et donc, ça aura une complexité linéaire en moyenne ou au pire. Le faire au début, de nouveau. Alors,
il n'y a pas d'opérateur, de méthode explicite pour le faire dans Standard Vector, parce que c'est très inefficace, parce que ça a une complexité linéaire, et donc il n'y a pas la méthode push front qui sera disponible dans d'autres structures, parce que quand c'est vraiment inefficace, la STL ne le fournit pas. Vous pouvez le faire explicitement en faisant insert de begin, mais c'est très inefficace et c'est vraiment pas le but. Si vous vouliez vraiment le faire, il faudrait mélanger le concept de standard vector avec le concept de buffer circulaire. La suppression enfin, ça se fait avec popback. C'est évidemment une complexité constante en moyenne, et aussi au pire, à condition qu'on ne diminue pas la capacité. Alors, dans un vector, on ne le fait pas, mais de manière générale, on peut imaginer des mises en œuvre qui choisissent de diminuer automatiquement la complexité. Dans ce cas-là, de temps en temps, il faudrait réallouer et copier, et donc ça aurait un coût linéaire. Au milieu, c'est de nouveau une faiblesse des tableaux, et donc on ne peut pas effacer au milieu du tableau sans avoir une complexité linéaire. Et évidemment, le début, c'est le pire cas d'une position quelconque. Et donc, de nouveau, on n'a pas de pop front, mais on a bien la possibilité de le faire, mais avec erase begin, qui est très inefficace. On a donc une structure qui est très efficace pour accéder aux éléments, pour insérer ou supprimer à la fin, qui permet de le faire avec un nombre d'éléments sans limite, puisqu'on peut toujours réallouer, mais qui est inefficace pour insérer ou supprimer, surtout au milieu, aussi au début, à moins qu'on s'amuse à faire un buffer circulaire. Alors, pour vaincre cette limitation, pour avoir une insertion, une suppression efficace en milieu de structure, il va falloir passer à des structures de liste, qui est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos.